Réaliser une simulation de fluide pour remplir un verre comme vous avez sous les yeux, c'est pas compliqué avec Blender. On va voir ça pas à pas ensemble aujourd'hui. On fera à la fois la version dynamique sur votre gauche et on essaiera de faire un rendu assez réaliste. On fera des petits effets sympas sur la caméra et en compositing avec l'image que vous avez à droite. Donc normalement à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de simuler de manière autonome un verre qui se remplit, des gouttes d'eau, quelque chose dans l'océan, un récipient, un container de fluide qui va se déplacer. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc pour ce faire, on a besoin de plusieurs éléments. La première chose qu'on va réaliser, c'est le récipient, le conteneur, de sorte de verre, de sorte de mug. Donc si vous avez suivi la formation, vous pouvez prendre le mesh du mug qu'on a déjà fait pendant la formation. Je vous mettrai le lien en description ou quelque part sur l'écran. Par contre, si vous ne l'avez pas suivi, pas de problème, on va le réaliser très rapidement de A à Z d'une version simplifiée. Donc sans la anse et tout ça, vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Donc avec Shift A, je vais rajouter un cylindre. Je vais aller relativement vite parce que tout ça, normalement, vous connaissez. Je vais le déplacer vers le haut. Je vais passer en mode édition, prendre la face du haut et avec G et Z, je vais un petit peu les tirer comme ceci parce que je veux quand même un verre qui soit un petit peu plus allongé que large. Mais ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je vais appuyer sur I pour insérer une face. Et une fois que je suis ici, avec Z, je passe en vue wireframe pour voir ce que je fais à travers mon objet. Je fais une extrusion à l'intérieur. Et là, je vais faire par exemple un rescale. Et là, mine de rien, on a quasiment finalisé l'objet. Pour rajouter des petits détails sympas, donc je peux sélectionner la face du bas, donc ça c'est très bien, elle y est par défaut vu qu'on vient de faire une extrusion. Je vais appuyer sur le Select Mode Edge pour sélectionner les arêtes, avec Shift et Alt, donc Shift pour rajouter une sélection et Alt pour sélectionner les edges jointes, je vais sélectionner ces éléments-là. Une fois que j'ai ceci, je peux faire un petit CTRL B pour faire un bevel, et je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, maintenant, si je fais CTRL 3, qui rajoute ici un Subdivision Surface de niveau 3, je vais faire un clic droit chez Smooth, et là j'ai bien mon conteneur. Il est très simple, il est très basique, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est que vous compreniez comment fonctionnent les simulations de type fluide dans Blender. Donc je vais le renommer en haut à droite Mug, voilà, pour un confort, même si c'est pas vraiment un mug, on peut l'appeler verre comme vous le souhaitez. Et maintenant, je vais commencer à réaliser et à placer les éléments nécessaires à ma simulation. Donc lorsque l'on fait une simulation de type fluide dans Blender, on a besoin de plusieurs éléments. On a besoin d'un émetteur. Donc c'est quelque chose qui va projeter, créer du fluide, ou de la fumée, ou n'importe quel type de volume. C'est lui qui va créer de la matière. On a ensuite un ou plusieurs colliders. Donc nous, ça va être le verre qui va se remplir. Pourquoi on appelle ça un collider? Parce qu'on veut bien que cet objet-là soit pris en considération dans le système de simulation, qu'on n'ait pas l'eau qui passe à travers, l'eau, le café, le thé, ce que vous souhaitez. Et on a également besoin d'un autre élément qui est peut-être le plus important et qui est méconnu de ceux qui n'ont jamais fait de simulation parce que c'est pas très intuitif, c'est ce qu'on appelle un domaine. Un domaine, c'est quoi? C'est un environnement 3D qui va permettre à Blender de contraindre la simulation à un endroit spécifique. On ne peut pas se permettre, il faut savoir qu'une simulation, c'est un des processus les plus lourds qu'on puisse faire en 3D. Il y a beaucoup de calculs mathématiques qui se cachent derrière. Donc vous allez voir que votre CPU va pas mal ramer quand vous allez lancer des calculs de simulation. On est obligé de dire à Blender, attention, la simulation, tu ne me la calcules pas sur l'intégralité de ma scène 3D, ce serait beaucoup trop lourd. Par contre, je te restreins, je veux uniquement que tu calcules dans cet espace-là. Ce qui signifie que ça va optimiser les calculs. Alors il y a des gestions en fonction des outils, c'est présent dans Blender mais ça marche pas trop bien, de domaine dynamique, donc en fonction de la simulation il va s'adapter tout seul en termes de taille, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui, comme ça vous avez vraiment l'approche de base. Donc là j'ai mon collider, c'est mon mug. Il me faut maintenant mon émetteur, donc je vais prendre une UV sphere, je vais la positionner voilà, par exemple juste ici, voilà, comme ça, tac. J'applique, très important avec CTRL A, l'échelle, sinon ça peut tout exploser dans la simulation. Dans le doute, je le fais également ici. Et maintenant, j'ai besoin de mon fameux domaine. Donc, la sphère, je vais l'appeler émetteur. J'appelle emit, c'est plus court. Et avec Shift A, je vais rajouter un cube qui, lui, sera mon domaine. Alors, ce que je vais faire en sorte que le bas du cube corresponde au bas du mug. Parce que ma simulation va s'arrêter ici, donc au pire des cas, même si ça passe à travers le mug, ça va taper sur le sol, donc on ne le verra pas. Le but, c'est pas que ça passe à travers, hein, mais une chose très importante, il faut que le domaine contienne l'intégralité des éléments de ma simulation. Par exemple, si je lance ma simu comme ça va pas fonctionner. Si au contraire, je lance ma simu comme ceci, ben, une partie du mug ne sera pas pris en compte parce que Blender va calculer uniquement dans ce cube-là. Donc je vais passer en mode édition, je vais faire un S, Shift Z pour l'élargir un petit peu, comme ceci. Je vais sélectionner cette face-là
et je vais, hop là, un petit peu le mettre juste là. Et on va essayer, en vue wireframe, de ne pas avoir quelque chose qui soit un petit peu trop grand. Là, vous voyez, on a encore trop d'espace. Donc je vais tout sélectionner, je vais faire S, Shift Z, et je vais le réduire au maximum. Pourquoi? Ça, c'est ultra important, parce que Blender, vu qu'il va contenir sa simulation ici, il va avoir une sorte de définition, de résolution. Donc plus votre domaine va être grand, et plus votre qualité de simulation sera amoindrie. Il faut imaginer comme si on avait une densité de pixels, donc une taille de pixels, sur une image très grande. Si vous avez vraiment un nombre de pixels précis, vous allez avoir beaucoup moins de densité que si vous allez avoir une image plus petite. Imaginons, je peux encoder 100 pixels. Voilà, donc en tout, je peux encoder 100 pixels. Ok, c'est exactement la même chose. Sur une petite image comme ça et sur une très grande image, ben là, vous comprenez bien que sur la grande image, les pixels vont être visibles, alors que sur la petite, à cette taille-là, on ne les verra pas. Donc c'est une sorte de densité de pixels. Là, c'est exactement la même chose quand on fait de la simulation. On n'appelle pas ça des pixels, on appelle ça des voxels, parce que c'est un pixel 3 dimensions avec des gros guillemets. Donc maintenant, je peux définir tous mes éléments là. Donc, j'ai ma sphère. Je vais aller dans Physics. C'est un onglet qu'on n'a pas encore exploré pendant la formation. Donc, c'est tout ce qui est propriété physique. Si on veut faire des rigid body, donc quelque chose de rigide qui va tomber au sol. Si on veut faire du soft body, donc c'est quelque chose de souple. Si on veut faire du cloth, donc des vêtements. Si on veut faire du fluide, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur fluide. Vous voyez qu'on a un petit logo, une goutte d'eau qui nous indique bien que là, c'est une simulation de fluide. Je clique dessus. Et le type, je vous ai dit, il y en a plusieurs. Là, il y en a 3. On a du domain, du flow et du effector. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le schéma. Donc le cube, au passage, on va le renommer domain. Comme ça, on voit vraiment les 3 éléments d'une simulation. Donc ça, c'est de type flow. Donc je vais cliquer sur flow. Par défaut, Blender, il me met flow type smoke. Bizarre, j'ai cliqué sur fluide, il me propose de faire du smoke. Si je clique, je vois qu'il y a du feu, feu plus smoke. On a bien liquide, mais ça, c'est un petit peu étrange. Ça aussi, contre-intuitif. Mais ce qu'on appelle simulation de fluide dans Blender, ça peut être de la fumée, du feu, de la fumée plus du feu, ou du liquide. Donc nous, on va sélectionner liquide. C'est pas tout à fait les mêmes solvers derrière, les mêmes processus de calcul qui sont effectués par Blender, mais tout est catégorisé dans type fluide. Un peu contre-intuitif, donc il faut bien le comprendre. Je vais sélectionner maintenant mon mug, je vais passer en mode fluide, pareil. Cette fois-ci, on est bien sur un effector, parce que je veux un effector de type collision, donc c'est par défaut, donc c'est parfait. Et le plus important, le domaine. Donc je clique sur le fluide, domain, et là pareil, il est en mode gaz, donc je vais passer en mode liquide. Et vous voyez, il s'est passé 2 choses à l'écran. Déjà, ma goutte d'eau, elle commence déjà à se transformer. Et ici, j'ai un petit cube. Ce petit cube, c'est la résolution de mon domaine de simulation. Et ça, je peux l'adapter ici. Si je baisse la résolution, si je mets par exemple à 10, vous voyez que mon cube est beaucoup plus gros, donc là, je vais avoir quelque chose de vraiment très très basse définition. Et si j'augmente ça au fur et à mesure, vous voyez que mon cube réduit. Donc par défaut, on est à 32. Autant vous dire que c'est pas du tout suffisant pour faire une véritable simulation, mais ça permet déjà d'avoir un premier aperçu et voir les différents comportements. Donc là, si j'appuie sur espace, je vais vous mettre la timeline, hop là, juste ici, en bas comme ça, vous voyez. Si j'appuie sur espace, voilà ce qu'on a. Donc on remarque des choses. Déjà, on est content, si vous n'avez jamais fait de simulation, on a bien une goutte d'eau qui tombe, on a l'impression que ça collisionne bien avec mon mesh, donc ça c'est cool. Par contre, on a différents soucis. Le premier, c'est que j'aimerais que ça émette en continu. Pas de problème. Pour que ça émette en continu, donc là au passage j'ai fait Shift, flèche vers la gauche pour revenir au tout début de ma timeline. Alors si vous allez à la frame 0, c'est normal que vous ayez le cube, parce qu'il n'a pas calculé. Si je mets à la frame 1, c'est le début du calcul. Si je resélectionne à nouveau mon émetteur, au lieu de Flow Behavior Géométrie, je vais mettre en Inflow. C'est quoi la différence? Si je me mets en géométrie, je dis à Blender, ma sphère, c'est du fluide. Le volume de ma sphère, tu le convertis en fluide. Donc lui, tout bêtement, il prend ma sphère, ça devient du fluide, ça tombe, et c'est tout. Inflow, ça veut dire, ok, cette fois-ci, tu m'émets, du verbe émettre, en continu du fluide à partir de la géométrie. Donc là, si j'appuie sur espace, vous voyez qu'en continu, il va mettre de la géométrie. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il est positionné ici. Alors, plusieurs solutions. Soit je le mets pile au milieu, ou du moins au-dessus du verre, comme ça, j'aurai rien qui va sortir. Soit je rajoute une petite force initiale, dans Initial Velocity, qui va dire à Blender, ok, tu as la gravité qui est très bien, par contre, tu me rajoutes une petite force. Et cette force, comment je sais comment je dois la mettre? Vous voyez qu'on a les axes en haut. On a le X en positif qui part ici. Moi, je veux du X en négatif. Donc si je mets -1,
1 par exemple, si je fais espace, voilà ce que j'ai. Pas suffisant. On va se mettre par exemple en -2, espace. Vous voyez, on galère un petit peu à avoir quelque chose qui est correct. Donc peut-être qu'on va le déplacer un tout petit peu. Et là, on est pas mal. Alors je peux le remettre ici, jusqu'à ajuster. Là, vous voyez, ça a quand même touché un petit peu le bord. Tac. Donc je viens ajuster comme je souhaite. L'avantage, c'est que depuis le début, vous voyez, je fais des espaces et en temps réel, je vois ma pseudo-simulation. Vous allez très vite comprendre que quand on va augmenter la résolution, ben, on va un petit peu galérer parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, je suis quasiment en temps réel. Alors chez moi, chez vous, en fonction de votre configuration, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, je vais faire plusieurs choses. Déjà, je veux que mon émetteur arrête à partir d'un certain moment, sinon vous voyez ça va déborder de la tasse. Alors pourquoi pas, mais moi c'est pas ce que je souhaite. Donc je vais essayer de repérer la frame à partir duquel j'aimerais arrêter mon émission. On va dire par exemple ici. La frame 126, c'est parfait. Donc je vais sélectionner mon émetteur, c'est parfait. Je vais survoler le use flow, je vais appuyer sur I. I, ça rajoute ce qu'on appelle une keyframe. Ça veut dire que ça vient verrouiller à un moment donné, à la frame précise active dans la timeline, une propriété. Donc là, c'est le fameux useFlow qui permet de dire à Blender, cet objet-là, il crée dynamiquement du fluide. Je vais avancer d'une frame avec flèche vers la droite, je vais décocher useFlow, je rappuie sur I. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Vous allez remarquer qu'au début, j'ai bien mon émetteur qui crée de la matière, et quand on va arriver sur les quelqu'un en bas, pam, il se désactive. Alors, il se désactive, mais là, vous voyez qu'il y a un petit truc qui fonctionne pas. Il y a un petit truc qui fonctionne pas, alors ça peut arriver. C'est un petit peu étrange, mais on a peut-être, hop là, pas mis les clés comme il faut. Là, vous voyez, on a bien désactivé le flow. Des fois, il suffit juste de bouger un tout petit peu mon élément. Et ça, c'est également une limitation que l'on a dans le mode temps réel. C'est que vous voyez, là, ça y est, il a bien compris qu'il fallait arrêter le flow. Mais des fois, vous n'allez pas avoir le feedback visuel nécessaire. Alors déjà, ça s'arrête un petit peu trop tard, donc ça, je vais le décaler, par exemple, juste ici. Je vais refaire un play. Et peut-être que ça va pas pris en compte la modification. Donc, j'ai fait exprès de vous montrer le mode temps réel, parce que souvent, c'est quelque chose qui est assez apprécié par les gens. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on peut voir directement ce que donne la simulation. Mais ça, je ne vous le conseille pas. Je vous le conseille uniquement pour mettre en place les éléments principaux comme on l'a fait aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Mais quand on va vouloir rentrer dans les détails, c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors, comment on doit procéder? Mais il y a différentes méthodologies. Si vous allez sur le domaine, alors comment sélectionner le domaine? Si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez le sélectionner en haut à droite. Sinon, il vous faut sélectionner la partie fluide. En gros, le domaine initial a été transformé dans la viewport par le résultat de la simulation de fluide. Si je retourne ici et que je vais tout en bas, j'ai mon type. Par défaut, c'est un type replay. Ce qui signifie que, au fur et à mesure, quand je vais me balader dans ma scène, lui, il va enregistrer de manière temporaire ce qu'on appelle un bake. Un bake, c'est quoi? Ce sont des données externalisées à Blender qui vont être lues en temps réel ou non. Elles sont juste ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mise en cache. Une mise en cache, on l'utilise quand on a des données beaucoup trop lourdes et qu'on ne veut pas recalculer à chaque fois. Une simulation de fluide, comme je l'ai dit, c'est très lourd en termes de processus, c'est très lourd sur le processeur, et ça va être très lourd en termes de poids de fichier. Parce que pour chaque frame, il doit enregistrer différentes informations sur le mesh. Alors il y a quoi comme type? On a le replay qui est celui de base. Quand je me balade sur la timeline, c'est magnifique, c'est du temps réel. Limitation, si on augmente ici la resolution division, par exemple à 100 pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, si j'appuie sur espace, là vous voyez que de suite on est déçu parce que ça rame un peu plus. Alors au passage je vais faire un clic droit Shade Smooth sur le mesh parce que c'était un mode flat, donc c'était pas très lisse sur la surface. Donc là on est déçu. Alors je passe à 50, comme ça c'est un petit peu un entre-deux. Si j'appuie sur espace, c'est un petit peu mieux, mais on n'est toujours pas sur du temps réel. On peut dire à Blender de faire ce qu'on appelle un type modulaire. Modulaire, ça veut dire quoi? Là, ce que vous aviez sous les yeux, c'était le résultat de deux processus. On a tout d'abord un calcul de particules qui était effectué, et ce qu'on appelle un remesh. L'avantage du modulaire, c'est qu'on peut voir en temps réel, je vais mettre jusqu'à la frame 100, comment il se comporte en différentes catégories. Si d'abord je calcule le bake data de mes particules, donc vous voyez, déjà ça va beaucoup plus vite, parce qu'il avance ma timeline, il me fait bien un baking fluid, mais en temps réel, je ne le vois pas. Et c'est une fois qu'il a terminé que je peux voir éventuellement comment lui se comporte. Vous voyez, si je passe en vue wireframe, voilà ce que j'ai.
Quand on fait une simulation de fluide dans Blender, qu'on appelle simulation de type flip, donc c'est un type de résolution, de méthode très spécifique, il y en a plusieurs, mais le flip est le plus commun dans la plupart des logiciels de 3D de nos jours. Il opère en 2 étapes. D'abord, il va simuler des particules, tout bêtement. C'est exactement ce que vous avez ici. Alors la couleur, ça peut être la vélocité, on peut le changer, mais par défaut, c'est la vélocité. Donc vous voyez que Blender va bien calculer une simulation avec des collisions, etc. Mais par défaut, des particules, c'est pas suffisant. On peut pas rendre ça. C'est pas un maillage, c'est pas un mesh. Donc on a une autre information qui est juste ici dans Mesh et qui permet de dire à Blender, ok, en fait, maintenant que tu as calculé mes particules, tu fais ce que l'on appelle un remesh et il va globalement relier les points extérieurs en fonction d'un algorithme pour créer un mesh à partir de ces particules. Donc lui, il opère vraiment en 2 temps. Là, vous voyez que par défaut, je ne peux pas faire un bake parce qu'on n'est pas en mode resumable. Ça veut dire qu'on est obligé éventuellement de relancer à chaque fois la simulation. Le mode resumable, ça dit à Blender, à n'importe quel moment, tu peux commencer à baker. Je peux mettre stop, ici, vous voyez. Donc là, il m'a juste calculé les 21 premières frames. Je peux m'assurer que ce soit bon. Et si c'est bon pour moi, je peux faire un resume. Et il va reprendre le calcul là où il était. Ça, c'est pas activé par défaut dans Blender, donc faites bien attention. Sinon, à chaque fois, vous allez devoir vous retaper toute la simulation. C'est ultra lourd. Donc ça, je vous le déconseille fortement. Et une fois que vous avez ici, donc, vous voyez là, j'ai bien mon système de particules qui fonctionne. Il s'arrête à 100 parce que c'est moi qui lui ai indiqué d'arrêter à 100 juste ici, en bas. On le remettra après à 250. Et maintenant, je peux lui dire, tu fais un bake mesh. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est encore plus rapide parce qu'on a découpé l'opération. D'abord, on calcule les particules, ensuite, on calcule le mesh. Alors, l'avantage, c'est que plutôt que de tout calculer et de s'apercevoir à la fin que c'est pas bon, là, on peut prédécouper un petit peu le calcul. Donc là, on va dire que on est satisfait de ce que l'on a. J'aimerais bien le baker de manière intégrale une bonne fois pour toutes. Là, ça fonctionne tout à fait. Mais on va dire que les réglages principaux sont faits. Donc je vais passer par exemple à 150 juste ici. Au lieu de passer en modular, je vais passer en all. Le all, il fait quoi? Vous voyez que j'ai plus les boutons de bake individuels par sous-catégorie, que ce soit par fluide ou par mesh. Par contre, là, si je fais bake all, il va à la fois me calculer le système de particules, ainsi que le remesh. Donc celui-là, on ne l'utilise pas généralement au tout début, parce que si on lance tout, on retombe un petit peu sur le côté négatif que je disais avant. Si on lance tout et qu'on s'aperçoit à la fin que c'est pas bon, on doit tous retaper. L'avantage de passer en modulaire, c'est que d'abord, je peux vérifier mes particules, que le comportement soit bon, et ensuite, je peux faire un bake all si jamais je suis satisfait. Donc là, c'est pas mal, mais on va être un petit peu déçu. Donc vous voyez que ça fonctionne. Alors déjà, ça a tendance à déborder, donc ça me va pas. Ça veut dire que mes clés, ici, elles sont beaucoup trop tardives, donc je vais les déplacer, je vais les mettre par exemple à 80. Donc là, vous voyez, exemple typique, je suis obligé de faire un free all et d'un nouveau de rebaker. Alors c'est assez rapide, mais vous allez voir qu'on va être déçu de la qualité. Il faut se dire que si vous voulez vraiment avoir quelque chose qualitatif, avec beaucoup de définition, on va devoir monter à une résolution de 250, 300, 400 pour avoir quelque chose qui soit vraiment clean. Et du coup, vous allez voir un petit peu le côté négatif des simulations, c'est que ça prend énormément de temps en termes de calcul. Alors quand je dis de calcul, c'est de calcul de simulation, pas forcément de rendu, parce que le rendu, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va pas demander énormément de ressources, mais en termes de simulation. Là, vous voyez, on a quelque chose qui est quand même très épais, on n'a pas une bonne résolution. Donc je vais monter un petit peu, je suis obligé, vous voyez là, par défaut, tout est verrouillé. Pourquoi? Parce que vu que je suis en mode bake, là maintenant, Blender, quand je me balade dans la timeline, il me relance plus une simulation en boucle. Ça, c'est le mode replay. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il lit uniquement les fichiers cache qu'il écrit juste ici. Donc je vais faire free all pour libérer un petit peu tout. Je vais mettre ici 120 et je vais faire un bake. Alors pour éviter que vous regardiez un curseur avancé pendant quelques minutes, je vais mettre en pause et on se retrouve juste après quand c'est terminé. Ça y est, le calcul s'est terminé. Alors chez vous, ça a dû prendre plus ou moins de temps en fonction de votre configuration. Sachez que ces calculs-là, ils ne sont pas optimisés GPU dans Blender, ce qui est bien dommage. On a des logiciels comme LiquidGen ou autres qui ont des algorithmes d'optimisation en GPU, du coup c'est quasiment du temps réel. Mais là, c'est encore des anciennes technos basés sur le CPU, donc ça prend quand même un petit peu plus de temps. Normalement, vous êtes censé avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ce que j'ai ici. Alors c'est forcément différent, parce que vous avez un mesh différent, une position différente, peut-être des réglages qui ont un petit peu changé. J'essaie d'anticiper un petit peu les questions.
Si jamais vous avez le fluide qui passe à travers votre surface, ça peut venir de plusieurs choses. Soit vous faut augmenter encore un petit peu la résolution, soit dans votre collider ici, il vous faut augmenter le surface thickness. S'il est à 0, des fois Blender a du mal un petit peu à calculer la collision et il passe à travers. Il faut également vérifier que vous n'ayez pas de face flippée, inversée. Parce que si Blender n'arrive pas sur une normale qui pointe à l'extérieur, des fois il va passer à travers. Voilà, ça fait partie de plusieurs choses à vérifier. Bon, normalement vous avez ce que vous avez ici, ce que j'ai sous les yeux, et félicitations, vous avez fait votre première simulation de fluide. Alors je trouve que on projette pas assez sur le bord, un petit peu trop vers l'extérieur. C'est pas très grave, on va le garder comme ça. Ce sera un petit peu différent de ce que je vous ai présenté au tout début, mais l'essentiel c'est que vous compreniez comment fonctionne la simulation de fluide. Donc là, petit bonus, on va voir comment rendre ça de manière réaliste avec Cycles. Donc je passe en GPU, je rajoute un plane que je vais mettre comme ceci. Je vais rajouter une caméra que je vais mettre juste là, avec GZ, je la déplace. Là aussi, je vais un petit peu vite parce que normalement, tout ça, vous connaissez. C'est un petit peu le bonus de fin de vidéo pour se faire plaisir et pour voir concrètement à quoi ressemble la simulation. C'est toujours intéressant de voir notre rendu final. Mais le plus long est passé. L'essentiel de la vidéo, normalement, là, vous l'avez. Donc, je vais mettre juste comme ceci. Je vais mettre à une résolution carrée, donc 1080 par 1080. Et je vais augmenter la focal length pour avoir une version un petit peu zoomée sur mon élément. CTRL S. Je vais même peut-être me mettre un petit peu plus en plongée pour changer de ce que j'avais dans l'exemple. Hop là, CTRL S. Donc pour le rendu, vous allez voir que ça va être pas mal d'ajustements en fonction de votre lighting, en fonction de l'environnement. Il y a plein de petits trucs qu'on va pouvoir faire. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment à l'impact. Là, je veux que mon shader soit cohérent. Donc si vous voulez faire du café, du thé ou autre, on a une propriété physique qui est un petit peu particulière, c'est une sorte d'absorption. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu ici, quand on a pas mal d'épaisseur, on a une couleur qui est différente des endroits un petit peu plus fins. Alors au passage, j'étais beaucoup plus en plongée, donc on va se mettre peut-être comme ça, je trouvais ça sympa. Je vais juste récupérer, je sais plus combien j'avais mis en longueur focale, mais je trouvais ça intéressant. On est à 52, parfait. Donc je vais sélectionner ça, je vais aller dans ma caméra, je vais mettre 52 dans la focal length, GZZ, RX. Voilà, bon, je déplace un petit peu ma caméra, ça normalement, vous savez faire. Et je vais mettre par exemple, c'est peut-être un petit peu trop, j'ai peut-être un petit peu trop exagéré là. Allez, comme ça, on va dire que c'est bien. CTRL S. Si je passe en mode rendu, par défaut on n'a rien, c'est tout à fait normal. Donc je vais faire plusieurs choses. Je vais rajouter déjà une image HDR, donc environnement texture, open, HDRI, et je prends mon intérieur. Je vais mettre une valeur assez faible, donc 0,3, c'est juste pour rajouter un petit peu de reflet, assez sympathique, mais rien de plus. Et je vais surtout rajouter une nouvelle light de type Sun. Et ce Sun, je vais le mettre, par exemple, ici, ça n'a pas trop d'importance, la position, mais je vais mettre surtout une rotation, par exemple, qui ressemble à ça. Hop là. Je vais potentiellement réajuster également l'intensité de cette dernière. Ça va dépendre. Alors, il est peut-être pas assez... il était peut-être pas assez frappant vers l'intérieur. Donc là, on est pas mal. Et pour surexposer un petit peu, éclairer ce que j'ai à l'intérieur, je vais rajouter une autre light de type Area que je vais mettre juste ici, voilà, comme ça. Et celle-là, ça va être un peu particulier parce que je vais couper le cast shadow. J'ai pas envie que ça projette des ombres. J'ai déjà trop d'ombres parasites ici. Et je vais augmenter un petit peu le power à 50 par exemple. Et là, vous voyez que ça vient de suite éclairer l'intérieur de mon verre. On vient un petit peu tricher l'éclairage avec ça. CTRL S. Donc je vais rajouter du denoise pour que ce soit un petit peu plus temps réel dans Cycles. Et je peux désactiver le show gizmo et l'overlay. Comme ça, je peux travailler spécifiquement mes shaders. Donc pour le sol, je vais pas m'embêter. Shader Editor, New. Je fais une couleur qui se rapproche un petit peu du café. Voilà, une sorte de marron. On viendra le retravailler, ça après coup. Pour le moment, c'est pas dramatique. Vous prenez pas la tête avec ça. Pour le mug, pareil, je fais un nouveau shader, je viens juste baisser uniquement la roughness, comme ça j'ai un effet un petit peu glossy qui apparaît de suite, qui est assez intéressant. Là par défaut, j'ai une sorte de lait, parce que j'ai pas de shader. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi je vais vous montrer comment faire quelque chose qui se rapproche du thé, du café ou autre, qui va vraiment absorber un petit peu de lumière. Donc je sélectionne ceci, je fais New, je fais Transmission,
100% roughness 0. Plusieurs problèmes. Déjà, cette sphère là, elle m'embête. Donc je vais aller dans l'outliner, je sélectionne mon emit, je désactive dans ma viewport et dans mon rendu, comme ça je l'aurai plus. Je peux retourner dans mon shader editor. Donc là, si je mets une transmission en 1 et une roughness à 0, j'ai de l'eau pure. Donc ça peut être intéressant. Si jamais vous voulez faire un verre qui se remplit d'eau, là déjà, le tour est joué, c'est terminé. Vous voyez, je peux appuyer sur play. Alors c'est du semi-temps réel parce qu'il doit lire le cache de l'animation et en plus effectuer le rendu, mais vous voyez que ça fonctionne très très bien. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de ne pas avoir de l'eau, mais avoir quelque chose qui vient absorber un petit peu de lumière. Qui dit absorption de lumière dit volume. Donc si je mets un volume absorption, parfait, que je mets ça dans le volume, par défaut il se passe quasiment rien. Quand je vais augmenter la densité, vous allez voir qu'au fur et à mesure mon eau va devenir noire là où elle est épaisse. Et ça c'est ultra intéressant, ça veut dire que là, c'est ultra visible. Cet endroit-là, où c'est très peu épais, mon eau reste transparente, et ici, elle va devenir noire. Donc ça, ce qui va me permettre de colorer un petit peu mon fameux fluide, mon café. Là, vous voyez déjà, on a quelque chose qui se rapproche un petit peu du caramel, mais on a un effet assez intéressant, donc ou du thé, ou vous appelez ça comme vous voulez, mais où on va avoir quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre, un endroit où je vais avoir un fluide qui représente plus de volume. Donc tout va se jouer sur cette valeur-là, sur également la base color. Si je baisse cette base color-là, si je mets un noir, vous voyez que de suite, on a carrément du pétrole, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut garder une certaine absorption, donc je vais mettre quelque chose qui ressemble à ça. Et je peux également changer avec la roughness, avoir quelque chose de plus ou moins effet de liquide. Il n'y a pas vraiment de science exacte. Si vous voulez, là, le shader que j'ai ici, je ne vais pas refaire exactement le même en rendu, là, ce serait quasiment impossible. Mais voilà à quoi ça peut ressembler. Donc peut-être que je le veux un peu plus jaune, rouge, orangé, voilà, comme ceci. Par contre, je vais augmenter considérablement la densité. Là, je suis à 36. Imaginons que je passe à 100. Je vais avoir quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus dense. Alors pourquoi pas? Là, déjà, ça fait un petit peu plus café. Moi, je vais essayer de faire un entre-deux. Je vais faire du 50. Alors, je ne bois pas de café, donc je ne suis pas un expert. Ce sera à vous de me dire si vraiment le résultat est assez convaincant. Vous voyez, là, sur le bord où on a quelque chose de un petit peu plus faible en termes de densité, on a vraiment quelque chose qui se rapproche du rouge que je trouve intéressant. Et vous voyez là, avec la résolution de 100 et quelques qu'on avait mis sur la simulation, c'est à mon sens pas suffisant. Donc vous voyez, on a encore quelque chose qui n'est pas ultra fluide. Donc ça, vous pouvez toujours faire des allers-retours entre simulation, rendu. Également, quand on arrive à la fin, vous voyez, on a beaucoup de reflets parasités. Donc vous pouvez soit augmenter la roughness et rajouter ici dans le coat des reflets en plus avec une teinte par exemple un petit peu rouge-orangé, si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est à vous d'ajuster. Donc voilà, il y a plusieurs solutions sur le côté shading. Bon, on va dire qu'on est satisfait. C'est peut-être pas assez dense encore, donc je vais mettre 80. 200. Donc c'est à vous, c'est vraiment à vous de voir. Là, comme je dis, il n'y a pas de science exacte. Bon, moi, je vais laisser à 50, on va dire que c'est le résultat qui m'intéresse. Je peux rajouter des petits effets sympas, notamment sur la caméra. On va rajouter un défocus et on va rajouter un motion blur pour donner l'effet de vitesse quand on va faire le rendu. Donc le défocus, vous savez le faire. Depth of field, je baisse le f-stop à 0, j'augmente un petit peu, enfin j'ajuste ma longueur, mon focus distance pour voir à peu près quand est-ce qu'on est bien. Donc on va dire ici, et mon f-stop, je vais mettre à 0,8 par exemple. Je veux avoir du flou au-dessus, voilà, que ce soit net là, donc c'est parfait. Et je vais mettre, par exemple, du motion blur. Alors c'est quand même un petit peu trop rouge, donc je vais devoir baisser ici la valeur. Alors pas trop, sinon vous voyez, ça va donner un effet, comme je disais, un petit peu pétrole. Donc je vais baisser un petit peu là, par exemple comme ça, et je vais peut-être également baisser un petit peu. Vous voyez, si je mets trop clair, de suite ça fait un effet bizarre. Je vais le mettre par exemple ici en termes d'ajustement, et densité, je vais mettre 100. Voilà, on va dire que là, on va dire qu'on a un joli café. Une fois de plus, je ne suis pas un expert en café, donc je fais avec ce que j'ai à peu près en tête, mais c'est certainement pas trop cette couleur-là. Mais bon, soit, vous avez au moins les pistes.
Peut-être un petit peu plus rouge, hein. Peut-être plus comme ça. Bon, j'arrête, sinon je vais y passer des heures. Maintenant, je vais faire un petit rendu. Donc, je pourrais faire un rendu d'animation, je vais faire un rendu d'une image fixe, ce sera bien plus simple. Comme ça, on fait très rapidement un petit compositing pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On va changer un petit peu la colorimétrie, on va mettre un défocus, on va rajouter un petit grain, on va faire plein de trucs. Donc là, j'ai mon image. Je vais aller dans Compositor, New, Backdrop. Parfait. Il y a plein de choses qui vont pas, mais justement, on est là pour corriger. Déjà, je vais rajouter en bas à gauche, vous voyez, j'ai des petits éléments que je peux drag and drop. Je vais rajouter une aberration chromatique, je vais rajouter du grain, je vais rajouter du vignettage et je vais rajouter du tune image. Donc là, on a les nodes principaux. Aberration chromatique, je vais mettre en lens dispersion 0,1. Ça, c'est parfait. Vignettage, je vais le mettre par exemple avant l'aberration chromatique. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je trouvais ça intéressant pour mettre l'accent vraiment sur la tasse de café, mais c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez le gérer. Donc on va le mettre par exemple comme ceci. Bon, il y a des ombres parasites qui sont pas très belles, mais c'est pas très grave. Le but du tuto, c'est pas vraiment de faire le compositing, ça normalement on l'a déjà vu. On va rajouter un petit grain juste après. Et le tune image, c'est là où on va faire pas mal de choses. Je vais augmenter un tout petit peu le contraste, par exemple à 0,5, comme ceci. Le color boost, je vais l'augmenter pour vraiment accentuer, vous voyez, la saturation du café. Et vous voyez que potentiellement, on va devoir faire des allers-retours, parce que là, on a plus un effet peut-être chocolat que café. Après, c'est le début du contact, donc c'est peut-être normal. Clarity, on va vachement l'augmenter. Alors pas autant, mais quelque chose comme ça. Détail également. Sharpen aussi. Et là, déjà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Si je retourne sur mon image que j'avais ici, si je vais dans le compositor, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Donc j'avais un petit peu changé l'exposure, mais globalement c'est à peu près tout. Donc là j'avais fait plusieurs allers-retours. Vous voyez, on commence à s'en rapprocher. On n'aura pas exactement la même chose, mais on commence à s'en rapprocher. Je peux augmenter également l'exposition à 0,2 par exemple, pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là le gros avantage, c'est que si je vais dans ma vue 3D, je passe en mode rendu, je vais pouvoir directement activer avec Always mon compositing. Du coup, toutes les modifications que je vais faire, c'est post-traitement du compositing. Donc là, vous voyez, je peux changer un petit peu la couleur de mon fond pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, je trouve qu'on est pas mal. Ça donne plus un côté cuir / café. Et je peux retourner également sur mon shader ici. Donc je peux changer la valeur de mon absorption si je le souhaite. Voilà, par exemple, comme ça. Je peux encore augmenter la densité, par exemple 150. Alors je pourrais mettre du 500 si j'ai vraiment envie d'absorber à 100%, mais on perdrait un petit peu le côté sympa. Et là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. On a notre simulation de café. Je vais rendre par exemple cette frame-là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On est peut-être un petit peu trop sur du orange, sur du rouge et pas assez sur du voilà, sur du orange jaune. Là, je pense qu'on est bien. Vous voyez, là, on a une sorte de marron foncé qui tend un tout petit peu vers le, qui tend un petit peu vers le rouge, mais pas trop. Et du coup, on a le. Alors, il n'y a peut-être pas assez de rouge là maintenant. Vous voyez, ça fait peut-être plus chocolat. Donc, je vais un chouïa me rapprocher du rouge. Peut-être baisser un tout petit peu. 60. Vous voyez, c'est des petits ajustements. Hein. Et là, je pense qu'on est bien. F12. Donc, on a fini. Ça a été assez long. Ça a été assez long parce qu'en fait, on a fait plein de petits aspects de la 3D. Le principal, c'était vraiment la simulation. Ça, c'est vraiment un bonus. Je suis clairement pas convaincu du compositing final, mais bon, au moins, vous avez une première vision. Là, sur le côté artistique, on pourrait même faire un truc sympa. Si je passe en mode rotation 3D cursor, par exemple, comme ça. Ça pourrait être intéressant, je pense, d'avoir une sorte de rendu, voilà, un rendu vu de dessus, ça peut être assez cool, je trouve. Alors, est-ce qu'on veut voir la tasse ou pas? Bon, ça, c'est à vous de voir, mais vous voyez, ça aussi, ça peut être intéressant comme rendu. Et l'avantage, c'est que si vous le transformez en T, c'est très simple, vous baissez juste cette densité-là, et vous voyez, de suite, on a un effet un petit peu plus fluide, moins dense, qui va apparaître. Donc tout va se jouer vraiment dans le volume absorption que vous avez juste ici.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez appris des choses. Les prochaines fois, on continuera toujours dans la partie dynamique simulation, parce que c'est vraiment une partie qu'on n'a pas abordée dans la formation. Je vous dis bon apprentissage à tous, et à la prochaine. Ciao, ciao.